Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le magazine de BX1 qui, tous les soirs, essaye de décrypter avec vous l'actualité de la semaine. Le vendredi, c'est notre formule Grand Entretien. Un invité, vos questions et évidemment toute l'actualité de la semaine. Alors cette semaine, nous n'avons toujours pas de gouvernement en région bruxelloise. La question de savoir si l'ANVA doit en être ou pas est toujours débattue. On a également beaucoup discuté cette semaine de réarmement européen et des moyens de le financer. Et puis tout cela se fait toujours dans un climat politique fait de petites phrases et d'une certaine agressivité. Notre invité cette semaine, il est à la tête d'un parti politique qui a longtemps été très dominant en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a perdu les élections de juin dernier. Il est désormais dans l'opposition au fédéral et en Wallonie. À Bruxelles, en revanche, il est toujours associé aux négociations en cours. C'est Paul Magnette, président du PS, qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Paul Magnette. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand On va plaisir. passer 25 minutes ensemble. On va commencer par l'actualité fédérale avec des grèves à répétition, notamment dans le secteur des chemins de fer. Une grève générale annoncée pour le 31 mars, c'est dans moins de 2 semaines. On va commencer par écouter Pierre Lejeune, c'est le président de la CGSP Cheminots. Il était sur BX1 lundi matin. La semaine dernière, on a encore rencontré le ministre des Pensions, Yann Jambon, pour justement pouvoir ouvrir des discussions sur la problématique des pensions, parce que l'action d'aujourd'hui, elle est vraiment liée à toute cette problématique, à cette réforme des pensions qui touche l'ensemble du monde du travail, mais également, bien entendu, les cheminots. Et la réponse de Yann Jambon a été très claire. C'est l'accord de gouvernement, rien que l'accord de gouvernement, et il n'y a rien à négocier, circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que dans ces conditions-là, ça va être assez compliqué de retrouver le chemin de la concertation. Donc pas de concertation, une grande méfiance entre le gouvernement Arizona et les syndicats. Paul Magnette, le Parti socialiste, il sera toujours du côté des syndicats ? Nous, on ne s'est jamais mêlé de stratégie syndicale. Moi, je ne dis jamais aux syndicats ce qu'ils doivent faire dans le mouvement social. Et je préfère que les syndicats ne nous disent pas ce qu'on doit faire dans le domaine politique. Il y a des connexions quand même, hein ? Mais une grève, c'est toujours un échec. Une grève, ça veut dire que le dialogue social, ça veut dire que la concertation sociale n'a pas fonctionné ou n'a pas lieu. Et ici, il n'y a, M. Lejeune l'a bien dit, il n'y a absolument aucune discussion, aucune concertation. Et donc, on peut comprendre, même si ça crée beaucoup de désagréments pour les citoyens, les travailleurs, les étudiants, on peut comprendre que les syndicats se disent, si on ne m'écoute pas, je n'ai plus d'autre moyen de me faire entendre que la grève. Ouais, mais il y a quand même un syndicat socialiste, proche du Parti socialiste. Il n'y a pas d'instrumentalisation. Vous n'encouragez pas le syndicat à souffler sur les braises jamais. Dans Moi, des buts je n'ai jamais politiques. dit au syndicat s'il devait faire grève ou pas, en front commun ou pas, je ne le ferai jamais. Je suis respectueux de l'autonomie de chacun et je préfère, je l'ai dit, que les syndicats ne disent pas au Parti socialiste s'il doit faire telle ou telle coalition ou telle stratégie. Est-ce que ça veut dire Chacun que le dans son 31 mars, domaine. vous soutenez quand même la grève générale ou même pas ? Mais je soutiens les travailleurs, bien entendu. Donc, j'irai à la rencontre à Charleroi, puisque c'est là que je vis. J'irai à la rencontre à Charleroi des travailleurs sur les piquets de grève pour les entendre, les écouter, pour qu'ils puissent dire les raisons pour lesquelles ils protestent contre les mesures du gouvernement Arizona. On les connaît. On sait très bien que les travailleurs sont furieux parce qu'on leur avait promis 450, 500 euros d'augmentation de salaire. Ils n'en verront jamais la couleur. On ne leur avait jamais dit tout le monde devra travailler jusqu'à 67 ans sans tenir compte du caractère plus ou moins pénible des métiers. Et puis voilà, il se fait que les policiers, les pompiers, les enseignants, le personnel soignant, les travailleurs, les ouvriers dans les usines, etc., tout le monde va devoir travailler jusqu'à 67 ans et on ne tient absolument pas compte du caractère pénible des métiers. Donc moi, je comprends que les gens soient très déçus et très en colère. Est-ce que vous pouvez reconnaître que malgré tout, pour des raisons budgétaires notamment, il y a certaines réformes qui étaient nécessaires ? Mais il faut toujours faire des réformes. Quand on gouverne, c'est pour faire des réformes. Si c'est gouverner pour ne rien faire, ça ne sert à rien, évidemment. Et notamment toujours sur la soutenabilité du budget, la soutenabilité à terme de notre régime de pension, il fallait faire quelque chose ou pas ? La question du budget, c'est une question sérieuse. Et nous, on a toujours veillé à rejoindre l'équilibre budgétaire parce que si vous laissez le budget filer, vous accumulez une dette et puis cette dette, finalement, c'est les générations futures qui vont la payer. Et à plus court terme, on le voit bien, la stratégie de la droite, c'est toujours la même chose. Ils font des cadeaux aux grandes multinationales, ils font des cadeaux aux hyper riches. Du coup, il y a moins de recettes dans les caisses de l'État. Ils disent « Ah, il y a un trou, il y a un déficit, donc on doit
couper dans les pensions, on doit couper dans la santé. C'est ça qui ne va pas. Nous, on veut des budgets à l'équilibre pour pouvoir financer une bonne pension pour tout le monde et pour pouvoir financer des soins de santé de qualité accessibles pour tout le monde. C'est pour ça qu'on y est toujours très attentif. Ouais, la limitation des allocations de chômage à 2 ans, c'est une bonne ou c'est une mauvaise mesure? Je sais que c'est une mauvaise mesure pour vous. C'est une mauvaise, très mauvaise, on doit revenir en arrière dès que possible? C'est une mesure qui est injuste et inefficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Moi, je suis pour le plein emploi. Je crois dans une société dans laquelle on récompense le travail, dans laquelle on récompense les travailleurs. Vous savez, quelqu'un qui trouve un travail, ça lui donne non seulement un salaire, ça lui donne non seulement des droits, mais ça lui donne une vie sociale, ça lui donne une fierté aussi de son utilité dans la société. Et c'est ça qu'ils attendent, les travailleuses et les travailleurs. Il ne fallait pas un incitant à ce que ce soit plus le bâton que la carotte pour pousser un certain nombre de demandeurs d'emploi à aller effectivement vers un emploi? Vous allez voir, Monsieur Grosfilet, ça va créer très très peu d'emplois. Ça va remettre extrêmement peu de gens au travail. Il y a 2 jours, j'étais à Farciennes, dans la région de Charleroi, et je suis allé visiter ce qu'on appelle les territoires zéro chômeur, c'est-à-dire des endroits où on a pris des chômeurs de longue durée et on leur a dit, on t'offre un travail, on te propose un travail qui correspond à ton profil et tes qualifications, et grâce à ça, tu vas pouvoir te relancer. Oui. Mais les gens étaient heureux, vous n'imaginez pas. C'est subsidié par les pouvoirs publics. C'est subsidié par les pouvoirs publics parce que malheureusement, ce sont des personnes qu'aucune entreprise ne veut engager. J'ai rencontré là une jeune femme formidable, travaille dans un car wash. Elle dit, j'avais jamais pensé à travailler dans ce secteur-là, mais maintenant j'adore nettoyer les voitures à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai enfin un travail, j'ai un salaire, j'ai des collègues, je suis beaucoup plus épanoui qu'avant. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques tirs au flanc. Il y en a toujours. Vous savez, il y a aussi des gens qui ne payent pas leurs impôts. Il y a aussi des gens qui ne respectent pas les limitations de vitesse sur les routes ou qui ne respectent pas le code de la route en général. Il y a des gens qui se garent sur les places pour les personnes en situation de handicap. Donc des tricheurs, il y en a toujours dans tous les domaines. Mais ce que je trouve totalement injuste ici, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac. Il y a quelques fraudeurs, il y a quelques tirs au flanc, eh bien il faut les contrôler et il faut les sanctionner. Et ça, la loi permet déjà de le faire. Mais là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout le monde dans le même sac. Quelqu'un qui a perdu son travail aujourd'hui chez Audi Forêt, qui a 50 ans ou plus, eh bien après 2 ans, s'il n'a pas retrouvé de travail, il n'aura plus droit à rien, il devra se tourner vers le CPS. C'est terriblement injuste. Il n'est pas responsable du fait que Audi a décidé de fermer le site. Elles vont faire tous les efforts pour trouver un travail, mais s'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas elles et eux qui doivent être sanctionnés. Alors, et donc il faut aussi responsabiliser les entreprises. Dans cette émission du vendredi, Paul Magnette, on accueille les questions aussi de nos auditeurs et téléspectateurs. Il n'y a pas eu que des messages aimables pour vous. Les réseaux sociaux ne vous sont pas très favorables. On va y revenir dans quelques minutes. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça. Il y a quelques questions quand même. On va voir la première de Kadri Sechfoula qui vous demande ce que va être la refondation du PS, du Parti Socialiste, puisque vous en avez parlé. Concrètement, quels sont les changements majeurs que vous envisagez au sein du parti et la base militante est-elle prête à accepter ces transformations? La base militante, c'est la première qui l'a demandé. C'est vraiment les militants qui ont dit, on voit bien aujourd'hui qu'on n'était plus le premier parti en Wallonie à Bruxelles, alors qu'on l'a longtemps été, donc c'est qu'il y a un problème. Et donc il faut que quelque chose change. Entre-temps, vous aurez remarqué que ça s'améliore déjà. Le sondage qui a été publié il y a quelques jours montre que si on votait demain, les socialistes seraient les premiers en Wallonie et seraient deuxième, mais quasiment ex aequo avec le MR à Bruxelles. Donc, et ça, à peine 2 mois après l'installation du gouvernement Arizona. Ça montre donc bien qu'il y a une profonde déception et que le Parti socialiste, qui redevient le parti préféré des Wallons et très bientôt des Bruxellois, eh bien, il incarne cet espoir. Il incarne cet espoir d'alternative, mais on doit y travailler. Alors, et on doit y travailler avec les militants, processus avec les citoyens. de refondation. Il y a une opération que vous avez appelée Sans tabou, qui va commencer ce week-end d'ailleurs, avec des rencontres ouvertes un petit peu partout. À Bruxelles, il y en aura par exemple à Anderlecht, à Jette, à Schaerbeek. Dans ces réunions, merci de faire la publicité. Vous êtes prêt à tout entendre? Est-ce que vous êtes prêt à entendre des gens qui vont venir vous dire « Moi, je ne voterai plus pour vous, Paul Magnette ou le PS, pour telle et telle raison ». Vous êtes prêt à entendre ça? C'est ça le but. C'est ça le but. On a vraiment dit que c'était un travail sans tabou. Vous l'avez dit, il y a des rencontres partout, en Wallonie, à Bruxelles. Il y en a plus de 50. Il y a donc des centaines, des milliers de personnes. Et c'est vraiment ouvert, y compris à des gens qui n'ont ouvert à tout le monde. Jamais adhéré au PS. Donc c'est ouvert aux militants, aux sympathisants, et c'est ouvert à tous les citoyens qui ont envie de nous dire ce qu'ils pensent de nous, mais qui ont aussi envie de nous dire, voilà mes inquiétudes par rapport à l'avenir. La guerre, est-ce qu'on va continuer à financer
financer les pensions? Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour financer des soins de santé de qualité? Et ce qu'ils attendent de nous. Et donc, on va vraiment les écouter ce soir, samedi, toute la journée, mais en particulier la soirée de samedi, dans des débats décentralisés partout. On va prendre note de tout. Donc, ce n'est pas juste venez, vous vous exprimez et puis il n'y a rien qui changera. On va tout écouter, on va tout noter et on va ensuite faire une grande synthèse pour voir dans quelle direction on doit se reconstruire. Et après, vous êtes prêt à aller jusqu'où dans la refondation de votre parti? Il pourrait changer de nom, il pourra changer de logo, on va revoir le programme de fond en comble, on va revoir les structures du parti. Vous allez faire quoi? On peut tout changer. La seule chose qu'on ne peut pas changer, évidemment, c'est nos valeurs. On est là pour défendre des valeurs de justice, des valeurs de solidarité. On est là pour On peut même changer le nom? On peut changer le nom, on peut changer les structures, tout. Je dis, mais les valeurs, non, évidemment, on est là pour défendre la justice, la solidarité, pour lutter contre les inégalités, lutter contre le racisme. Ça, c'est ce qui nous a toujours définis et qui va toujours continuer à nous définir. Si certains nous demandent de courir derrière l'extrême droite comme le fait le MR, évidemment, on ne va jamais le faire. Si certains nous demandent de défendre les hyper riches et de faire payer la classe moyenne, vous comprenez bien qu'on ne va jamais le faire. Ou vous radicaliser un petit peu pour être plus proche du PTB qui rencontre un certain succès? Non, moi non, parce que vous voyez que le PTB en Wallonie, ils ont perdu, et ils ont perdu encore proportionnellement plus que nous. Donc moi, je ne m'inspire pas des autres. Je veux qu'on soit nous-mêmes. Le Parti socialiste est un grand parti qui a une grande et belle histoire. Ça fait 140 ans qu'on améliore la vie des gens année après année, qu'on s'est battu pour la démocratie, pour les droits, pour la lutte contre le racisme, pour la sécurité sociale, pour beaucoup de choses comme celle-là, et qu'on veut continuer à mener ces combats. Alors, je ne regarde pas ce que font les autres. Je vous propose une deuxième question, toujours de Kadri Séfula. Face à la montée du populisme, comment le Parti socialiste compte-t-il réagir? N'y a-t-il pas un risque de trumpisation du débat politique en Belgique? Et si oui, comment allez-vous l'éviter? Moi, face au populisme, j'ai toujours voulu rester serein et calme. Je ne cours pas derrière les populistes. Je n'essaye pas de répondre à la provocation par la provocation, parce que ce n'est pas mon tempérament, ce n'est pas mes convictions, mais aussi parce que ça ne marche pas. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Le Parti socialiste et vous n'êtes pas très actifs sur les réseaux sociaux. En tout cas, moins que d'autres. Alors, parfois, c'est effectivement très violent, les réseaux sociaux, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de quitter un endroit, même s'il est violent, où le débat est en train de se faire? Non, mais regardez... ça appartient à Elon Musk, peut-être X, mais c'est un endroit où il y a une partie du débat. J'y suis, j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur Twitter, j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur Facebook, 45 000 sur Instagram, 70 000 sur TikTok, donc vous voyez que je suis bien présent sur les réseaux sociaux, je suis même plutôt mieux représenté, mieux suivi que mes concurrents. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est tomber dans la trumpisation, comme dit votre téléspectateur. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Vous voyez bien que le président du MR, il fait des provocations tous les jours. Il attaque, il attaque tous il a gagné les élections, vous pouvez le reconnaître. Il a gagné les élections, mais il regardez, est au gouvernement, vous n'y êtes plus. Depuis qu'il est dans cette stratégie de l'outrance permanente, de la provocation, de l'injure, eh bien son parti a perdu 4%. Et lui-même, il a dégringolé dans le classement des personnalités. Donc ça montre, je pense, que les citoyens, ils veulent aussi des dirigeants politiques responsables, des dirigeants politiques sereins, calmes, qui défendent leurs valeurs, mais qui le font sans se battre dans le bac à sable. Une troisième question de citoyen, justement, de citoyenne en l'occurrence. Karine Segers qui vous demande vouloir supprimer l'e-commerce pour favoriser le commerce de proximité. Est-ce que ça fait toujours partie de vos chevaux de bataille? Alors ça, c'était un trait d'humour que j'avais fait et qui a été mal compris. Donc j'ai bien compris qu'il ne faut plus faire d'humour en politique. Mais ceci étant, ça pose un vrai débat. Moi, je le vois dans les rues commerçantes historiques de Charleroi. Il y a des commerces qui s'en sortent très bien. Si vous prenez tout ce qui est l'Horeca, les cafés, les restaurants, les snacks, etc., tout ça, globalement, s'en sort très bien parce que les gens ont envie simplement de sortir chez eux, d'aller boire un verre, prendre un thé, Alors, manger un morceau. Alors, est-ce qu'il faut réglementer et ou contraindre davantage l'e-commerce? Mais par contre, oui, je pense qu'il faut davantage de réglementation parce que tout le commerce, par exemple, des vêtements, tout le commerce des livres, des disques, etc., ils sont terriblement concurrencés par Amazon, par Zalando. Qu'est-ce qu'on fait? On met des taxes alors? Je ne dis pas qu'il faut mettre des taxes, mais il faut d'abord encourager les citoyens à continuer à fréquenter les commerces de proximité. Je pense que les commerces de proximité, c'est de l'emploi, c'est de l'activité économique, mais c'est aussi de la vie. Quand vous vous promenez, et j'ai la chance puisque mon bureau est à Bruxelles, quand vous vous promenez dans les rues du centre-ville où il y a encore des petits commerces de proximité, avec des commerçants qui vous écoutent, avec qui vous pouvez discuter, débattre, etc., qui sont aussi très souvent les commerçants, ceux qui mettent un peu d'ordre dans les quartiers. C'est souvent eux qui vont donner un petit coup de nettoyage sur
le trottoir, qui vont dire à quelqu'un qui fait beaucoup de bruit de mettre un peu la sourdine, etc. Donc les commerçants, le commerce local joue un rôle fondamental dans la cohésion sociale et dans la paix dans nos quartiers. Donc on doit vraiment défendre nos commerces de proximité et il faut mettre davantage de règles sur les géants de l'e-commerce. Alors, autre thème qu'on voudrait aborder dans cette émission, on est à peu près à la moitié, Paul Magnette, c'est la pression qui a été mise sur l'Ukraine, notamment par les États-Unis, les décisions aussi de l'Union européenne pour réinvestir massivement dans notre effort de défense. On en a encore parlé au sommet de Bruxelles cette semaine. Je vous propose d'écouter Nicolas Grovered. C'est un journaliste, il est spécialisé depuis 15 ans sur ces questions de stratégie et de défense. Il est le directeur d'un site spécialisé qui s'appelle Bruxelles 2 et pour lui, on doit être très précis lorsqu'on parle de la menace russe. La tactique russe est très simple. Contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas d'alarme sur une invasion, je dirais, militaire à la façon ukrainienne, enfin ce qui s'est passé en Ukraine en 2022, sur le territoire européen des pays de l'Alliance Atlantique. Parce que les Russes, ce qu'ils cherchent à faire, c'est la même technique que Reagan avec les fusées et le réarmement. Ils veulent une course aux armements pour faire imploser les dépenses sociales et les dépenses économiques et provoquer en interne des réactions négatives qui du coup vont servir, on va dire, à arriver des gouvernements, un changement de gouvernement. Ils veulent un changement de gouvernement en Europe. L'objectif, c'est de neutraliser l'Europe par tous les moyens, mais pas le moyen militaire pour l'instant, parce qu'ils ont d'autres moyens à disposition. Alors Paul Magnette, est-ce qu'on est en train de se faire manipuler par les Russes et de tomber dans le piège dans une sorte de course à l'armement? Non, mais je pense que votre invité a largement raison, mais je pense que les Russes font les deux. D'un côté, ils ont attaqué l'Ukraine, ça c'est incontestable. La guerre en Ukraine a déjà fait 300 000 morts, 1 million de blessés. C'est un conflit extrêmement brutal et qui cause des dégâts à la vie humaine qui sont absolument terribles. Demain, c'est vrai qu'on ne va pas avoir des chars sur la grande place de Bruxelles dans 6 mois. Mais par contre, des actions de sabotage, des attaques cybernétiques, de l'espionnage, sans armes. Vous savez, si on les laisse faire en Ukraine, et maintenant que Poutine a le soutien de Donald Trump, ce qui est hallucinant, mais les États-Unis sont alliés avec les Russes pour essayer de faire perdre la guerre aux Ukrainiens. Et si demain, les Russes se disent « j'ai attaqué l'Ukraine, j'ai gagné un morceau de territoire », ils pourront très bien se dire qu'ils vont attaquer la Pologne, qu'ils vont attaquer les pays baltes, qu'ils vont attaquer la Finlande. Vous savez, nous, quand on regarde la carte de l'Europe, ça nous paraît très loin, la Russie et l'Ukraine. Mais quand vous êtes polonais, ou que vous êtes estonien, ou que vous êtes finlandais, la Russie, c'est votre voisin. Et ce n'est pas par hasard si, par exemple, la Pologne est en train de remettre en place un service militaire. C'est parce que là, il y a une menace réelle. Et ça, on ne peut pas le laisser faire. L'histoire a montré que quand Hitler a attaqué d'abord la Tchécoslovaquie, on se dit on va négocier avec Hitler. Et puis il a attaqué la Pologne, et puis il a débarqué en Belgique. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors l'effort de défense annoncé pour la Belgique pour l'instant, c'est 4 milliards pour cette année, c'est 17 milliards d'ici 2029. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord sur les montants? Il faut faire moins ou ça va? C'est un peu plus. Ce qu'il prévoit là avec 2%, ça va être pratiquement 5 milliards en plus par an. Donc ce sont des dépenses extrêmement importantes. Comment on le finance? Est-ce que ce sont des mesures d'économie, un petit peu de dérapage budgétaire et la vente de quelques actifs qui pourraient être la solution ou c'est pas la bonne piste? Toutes ces pistes-là sont des mauvaises pistes, c'est des mauvaises solutions. Que ferait le PS s'il était aux affaires? Un dérapage budgétaire, ça veut dire que ce sont les gens qui vont payer demain. On nous dit un bon d'État pour la défense, mais un bon d'État, il faudra le rembourser. Donc c'est la même chose qu'un dérapage budgétaire. Vendre les bijoux de famille, c'est vraiment le plus mauvais cas, enfin ce qu'on appelle les bijoux de famille. Donc les participations dans les Proximus entreprises publiques, Belfius, Proximus, etc. Ça, c'est vraiment un calcul à très court terme parce que ces entreprises, elles rapportent de l'argent à l'État et donc elles permettent de ne pas devoir augmenter les impôts des citoyens et que ce ne soit pas les classes moyennes qui payent. Donc ça, c'est vraiment des très mauvais calculs. Alors 4 milliards à trouver, vous les trouvez où? Et par ailleurs, faire payer les pensionnés, faire payer les malades, faire payer les travailleurs, ce serait absolument scandaleux. Monsieur De Wever a dit dans une interview, on va essayer de ne pas trop faire mal aux Belges. Mais il fait déjà terriblement mal aux Belges. Il fait mal aux travailleurs, aux pensionnés, à la santé. Ces 4 milliards nécessaires pour le réarmement, et on pourra peut-être discuter de ce qu'on entend par réarmement, mais d'abord, vous les trouvez où? Eh bien, il faut faire ce que l'on a déjà fait à l'initiative des socialistes sous le gouvernement précédent. Il faut saisir les avoirs des Russes. Vous savez, il y a des gens extrêmement fortunés en Russie qu'on appelle les oligarques. Pour l'instant, ils sont gelés, ces avoirs. Ils sont les premiers soutiens de Poutine. Alors, on peut déjà prendre tous les intérêts, on l'a fait, ça nous a rapporté 1,7 milliard l'année dernière, en 2024. Donc ça,
on peut parfaitement prendre déjà tout cet argent-là. Ça ne pose aucun problème légal. On l'a déjà fait, donc on peut le refaire. Plutôt qu'à les prendre dans la poche des pensionnés, dans la poche des travailleurs, ce sera pas tout à fait ou suffisant. devant les entreprises publiques. Et il y a aussi des solutions techniques, mais elles sont un peu compliquées à expliquer, pour saisir ces avoirs russes. Il y a 300 milliards, on ne va pas les saisir nous, tout seuls, nous les Belges, mais l'Union européenne pourrait saisir ces 300 milliards et faire en sorte que ce soit aux Russes de payer la guerre et de payer l'armement. On ne s'expose pas à des querelles juridiques et à devoir finalement un jour rembourser cet argent. Alors il y a un système qui est un peu compliqué, mais qui fonctionne parfaitement. D'ailleurs, il y a une très bonne note de l'Institut Egmont, c'est l'Institut des experts du ministère des Affaires étrangères, qui montre que c'est parfaitement faisable. C'est possible. Sur le réarmement, on doit investir dans quoi en Belgique? Commander de nouveaux F-35, ça c'est pas une bonne idée? Mais certainement pas des armes américaines. Ça, c'est complètement absurde. On a vu le gouvernement Michel, le gouvernement MRNVA, a acheté 34 avions américains, ces fameux F-35. Nous, on était contre. On était dans l'opposition, on a voté contre. Ça a coûté 5 milliards d'euros. Les Belges ont payé 5 milliards d'euros pour acheter 34 avions. Et on n'est même pas sûr qu'ils vont pouvoir décoller. Et même s'ils décollent, eh bien, ils pourraient très bien être déclassés rapidement. Vous savez, ces avions, aujourd'hui, ce sont des outils de guerre qui sont pleins avec des de logiciels à l'intérieur. C'est un peu il faut les mettre à jour régulièrement. Comme votre smartphone ou la tablette que vous avez devant vous. Si vous ne faites pas la mise à jour, au bout d'un moment, ça ne fonctionnera plus. Et tous les serveurs qui permettent de faire la mise à jour, ils sont aux États-Unis. Et donc, Trump a parfaitement les moyens de neutraliser ces avions américains. Pas de F-35, non, il faut ça veut dire du matériel européen? Monsieur Grosfilet, il faut tirer les leçons des erreurs qui ont été faites par le premier gouvernement MRNVA et ne pas refaire cette erreur. Donc oui, quand on investit dans la sécurité, et il faut le faire, ça doit bénéficier à l'économie en Europe et en Belgique. Et ça doit créer des emplois ici en Belgique. On est encore allié avec les États-Unis ou il faut se dire que c'est plus un allié? En tout cas, les États-Unis de Donald Trump ne sont plus un allié. Ils sèment le désordre partout dans le monde. Ils créent une véritable catastrophe dans la bande de Gaza, où c'était déjà une tragédie. Mais vous avez bien vu les attaques du gouvernement israélien contre la bande de Gaza. La rupture du cessez-le-feu. Pourquoi est-ce que le gouvernement israélien réintègre l'extrême droite et rompt le cessez-le-feu et fait 1000 morts en 2 jours? Parce qu'ils savent que Donald Trump les soutient. Et donc ce Donald Trump-là est devenu effectivement une vraie menace pour la sécurité partout dans le monde, et pas seulement à Gaza au Proche-Orient, mais aussi aux frontières de l'Europe en Ukraine. Allez, il nous reste 3 minutes. On ne va pas vous laisser repartir sans parler un peu de la région bruxelloise. Paul Magnette, avec ces négociations qui s'éternisent. Alors, avec ou sans la NVA, c'est la question qui n'est pas encore tout à fait tranchée. On va écouter Aline Godefrin, elle est députée bruxelloise pour le mouvement réformateur, et c'était hier matin dans notre matinale. Certains font passer le message que la NVA est contournable. Qu'elle soit avec nous ou pas, elle n'est pas contournable. Elle n'est pas contournable parce que nous avons une ministre néerlandophone des Affaires bruxelloises qui est NVA. Nous avons un ministre des Finances, Alexia Bertrand l'a rappelé hier, qui est NVA également, un ministre fédéral dont on aura besoin si Bruxelles veut continuer à emprunter. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Aline Godefrin, que pour le mouvement réformateur aussi, il faut que la NVA soit dans le prochain gouvernement? Pour le mouvement réformateur, il faut des garanties d'abord sur le projet. Un projet qui sera suffisamment... Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous exigez la présence de la NVA à bord, comme l'OpenVLD ou pas? Pour le moment, on arrive au même constat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative pour le moment de majorité sans la NVA. Il y en a une avec le CDNV, c'est la conclusion des 2 informateurs. Vous n'acceptez pas leur conclusion? C'est une conclusion à laquelle ne se rallient pas encore tous les partis. Je sais d'avance, Paul Magnette, que vous allez me dire que la négociation région bruxelloise, c'est le problème d'Ahmed Lawège. Non, mais je suis en contact quotidien avec Ahmed, bien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est sans la NVA et ce sera toujours sans la NVA pour le PS? Je partage totalement la ligne d'Ahmed. Depuis le début, on a dit il faut à Bruxelles une majorité qui reflète le résultat des élections bruxelloises. Les partis flamands nous ont dit pour nous, le PTB, c'est impossible. Pourtant, le PTB a gagné presque 1 voix sur 5 à Bruxelles. Mais ils ont mis, le MR et les partis flamands, un veto contre le PTB. Nous avons expliqué, d'accord, qu'on pouvait accepter cette situation, on pouvait comprendre que c'était difficile pour d'autres partis, mais il faut comprendre aussi que personne ne peut imposer un partenaire autour de la table. Mais il faut une double majorité. Il faut une double majorité à Bruxelles. C'est compliqué dans le collège néerlandophone. Vous aviez quand même rencontré Bart De Wever, vous avez beaucoup discuté avec lui il y a quelques années. Pourquoi est-ce que ce qui pourrait être envisageable au fédéral ne l'est pas à Bruxelles? Il y a une toute petite réalité qui s'appelle l'arithmétique, Monsieur Grosfilet. C'est que
la NVA à l'époque était de très loin le plus grand parti flamand et le plus grand parti des Belges. Vous êtes en train de nous dire que c'est parce que la NVA n'est pas un parti dominant à Bruxelles qu'on doit s'en passer. Donc c'était difficile de ne pas discuter avec eux à ce moment-là, mais vous vous souvenez que nous n'avons pas fait d'accord avec la NVA et que nous n'avons jamais gouverné avec la NVA. Bruxelles, c'est très différent. La NVA représente 2%. Et donc, moi, je pense que dans un système fédéral mature, dans un système fédéral adulte, il faut que chaque région fasse sa majorité en fonction de sa réalité régionale. On ne va pas dire on va prendre tel parti ou tel autre parce qu'il est dans tel autre gouvernement dans une autre partie du pays. Non, les Bruxellois ont voté, ils ont fait un choix, il faut une majorité qui reflète le choix. Nous, on avait d'abord fait le choix de l'opposition, on est venu nous rechercher. On a dit si vous avez besoin de nous, nous sommes constructifs, on accepte de discuter. Il y a aujourd'hui, et moi je m'en réjouis vraiment, une proposition sur la table. Les deux informateurs ont beaucoup écouté. Donc c'est celle-là qu'on doit suivre. Ils ont passé 3 semaines à écouter. Ils disent, avec les 3 grandes familles politiques, les libéraux, les socialistes, les chrétiens-démocrates, plus Groen, ça permet d'avoir une majorité forte, côté francophone et côté néerlandophone, et un vrai projet. Et il y a à ce stade un seul parti qui le rejette. J'espère que dans les heures et les jours qui viennent, dès que M. De Gucht sera revenu à Bruxelles, on pourra aboutir à un vrai accord et que enfin Bruxelles est un gouvernement. Merci beaucoup. C'était donc Paul Magnette, président du Parti Socialiste, qui était notre invité dans Plus d'Actu ce vendredi. On se retrouve lundi matin pour notre matinale Bonjour Bruxelles à partir de 6h58. Et lundi matin, on recevra notamment le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Bonne soirée et bon week-end à tous.